Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième session des Vendanges en ligne 2026 sur le thème des architectures viticoles. Donc on est à la troisième et dernière session aujourd'hui, sachant qu'on a eu deux sessions précédentes, une sur l'architecture des châteaux viticoles signés Garros au Médoc et dans le Languedoc. Et jeudi dernier, Michel Figeac nous a parlé du château viticole en Bordelais. Et aujourd'hui, donc, ça sera au tour de Monsieur Réjalot de nous parler des chartrons. Donc là, il y a pas mal de personnes qui se connectent. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne avant de passer la parole à Marguerite qui va présenter Monsieur Réjalot. Donc, si vous souhaitez participer et poser des questions, n'hésitez pas, on est preneur, étant donné que la présentation va durer une trentaine de minutes et qu'ensuite 30 minutes seront dédiées aux échanges. Donc, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire dans la partie Q&R et voilà, on se chargera de trier les questions pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas voilà, à poser autant de questions que vous le souhaitez. Je passe la parole à Marguerite et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Manon. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Michel Réjalot d'être parmi nous ce soir pour nous parler d'un quartier spécifique de Bordeaux, les Chartrons. Pour le public qui est en ligne et qui ne te connaît pas forcément et ne connaît pas forcément tes travaux, quelques mots de présentation. Alors, tu es agrégé de géographie, maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne. Ton laboratoire de recherche est le Centre d'études des mondes modernes et contemporains à Bordeaux-Montaigne et tu es spécialiste des questions liées à la viticulture, à la mondialisation, au territoire, au terroir et au bordelais. Et c'est à ce titre que tu interviens ce soir pour nous parler des chartrons, la genèse, l'apogée, la crise d'un quartier viticole qui est spécifique de Bordeaux. Quand on regarde des vieilles cartes postales du début du XXe siècle, eh bien, on trouve encore devant les maisons de négoce qui longeaient les quais, on trouve encore des barriques sur ces photos, un alignement de barriques, ce qui a disparu, bien entendu, aujourd'hui et on a affaire à un autre quartier. Donc, je te laisse immédiatement la parole pour cette présentation. Merci Marguerite, bonsoir à tous. Euh, Architecture, une petite remarque, finalement, en préparant l'exposé sur ce thème des architectures viticoles, finalement, moi je vais parler d'architecture vinicole, car il n'y a jamais eu de viticulture évidemment dans le quartier, et c'est une petite nuance qui a son importance, on le verra. Alors, je vais projeter le diapo. Non, alors attends. Là, c'est là que le diaporama Voilà, est très bon, bien. visible pour tout le monde. Voilà. Donc, je l'ai un peu réintitulé le diaporama, l'architecture et morphologie urbaine vinicole, hein, les Chartrons à Bordeaux, donc caractère, héritage et reconversion. Alors, peut-être pour ceux qui connaissent pas très bien le quartier, la ville, donc localisation d'abord du quartier. Donc c'est un quartier, les Chartrons, c'est un quartier du nord de la ville de Bordeaux, dont les délimitations sont quand même un peu arbitraires selon les auteurs, selon les périodes. Donc on peut avoir une conception assez étroite du quartier ou beaucoup plus large. Enfin, il y a deux limites évidentes. Vers le sud, là tout le monde est d'accord, c'est le pavé des Chartrons, le cours Xavier Arnozan aujourd'hui. L'autre limite évidemment, c'est plutôt vers l'est, le quai des Chartrons lui-même. En revanche, après vers le nord, la transition avec le quartier de Bacalan, elle est purement administrative, puisque finalement, d'un point de vue des formes urbaines, c'est la parfaite continuation du quartier des Chartrons.
Et puis vers là où alors c'est complètement arbitraire au fond, c'est vers le nord et vers l'est, enfin surtout vers l'est. Est-ce que le quartier, il faut le délimiter au cours Balguerie-Sutenberg, c'est-à-dire ici à peu près. Oui, ici on le voit là, voilà. Je vais pointer, je pense que tout le monde voit. Est-ce qu'il faut l'arrêter, vous voyez, au contraire, au cours Saint-Louis? Est-ce qu'il faudrait l'arrêter à l'avenue Émile Counard? Ou est-ce que même certains, comme on le voit ici, il y a une version encore plus large tout d'abord. Bon, tout ça est très arbitraire. Nous, on va se recentrer sur la partie la plus intéressante, c'est-à-dire en fait celle qui longe les quais et qui est aussi celle qu'a choisie. J'ai j'ai repris là le document Chantal Calais dans une étude là sur le quartier. Et donc finalement, on va focaliser la réflexion sur la partie encadrée en rouge avec aussi un intérêt particulier pour le grand îlot qui a fait l'objet, lui, d'une forte politique de réaménagement. Alors, première idée, donc, évidemment, c'est un quartier marchand, donc tourné vers le fleuve, ce quartier des Chartrons, et c'est en raison de cette liaison ville-fleuve que finalement une forme ou des formes architecturales et des formes urbaines se sont constituées, notamment autour du concept de ce mot un peu, ce concept ou terme que Philippe Roudier avait forgé dans ses travaux, dans sa thèse de 1980. Il avait parlé de chez habitation, hein, qui distingue d'ailleurs déjà, euh, au fond, ce chez vinicole marchand des chais des propriétés, puisqu'il il y a une imbrication très forte de l'habitation avec l'entrepôt marchand. Et à partir de là, on peut peut-être décliner deux dimensions essentielles de cette architecture vinicole, la verticalité et la linéarité, que je vais essayer de montrer donc dans cette première partie. Alors, cette liaison, évidemment, entre la ville et le fleuve, elle est essentielle et elle a duré extrêmement longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle, comme le montre tout d'abord cette photo, cette étendue de futailles sur le quai des Chartrons, devant le quai des Chartrons, et qui montre qu'il s'agit d'une interface, hein, pour les géographes, d'un contact entre les flux de collecte de vin ou d'expédition de vin par les voies fluviales étant depuis l'Antiquité le moyen essentiel de transport, surtout pour tout ce qui est pondéreux, les grosses marchandises lourdes, encombrantes. Et donc, ça explique pourquoi, finalement, le fleuve a polarisé sur sa belle la fonction d'entrepôt. Et donc, cette arrivée permanente et cette expédition de vin dans les deux sens qui a duré donc probablement de l'Antiquité finalement au milieu du XXe siècle, même si c'est surtout à partir du Moyen Âge que le quartier, lui, va prendre son essor. Donc on le voit aussi encore très tardivement sur cette photo des années 50, les gabarres. Donc ce sont ces petits bateaux qui étaient chargés d'amener le vin, de collecter le vin sur les fleuves et de l'amener jusqu'au quartier, jusqu'à la ville où les négociants allaient massifier, grouper et réexpédier. Le quartier commence à se former donc au Moyen Âge, au XIVe siècle, mais il faut attendre sans doute assez tardivement le XVIIe, XVIIIe siècle pour voir vraiment quelque chose d'intéressant se former, c'est-à-dire au fond un quartier qui est tout en linéarité le long du fleuve, ici au nord, on le voit très bien, hein. Donc parce que c'est vraiment ce contact avec la rivière qui est recherché. Et on le voit encore très nettement sur les plans de la ville jusqu'au milieu du XIXe siècle, comme on peut le voir ici, avec le long de la flèche rouge, comment finalement Bordeaux, c'est une ville façade, c'est un quartier façade, à la limite. Hein. Alors quand on arrivait par le fleuve autrefois, on avait l'impression finalement d'arriver dans une immense ville, puisque depuis le fleuve, on a un front urbain continu, mais c'est une façade. Dès qu'on franchit quelques dizaines ou tout au plus centaines de mètres, on est en pleine campagne. Et on voit même qu'ici, au XIXe siècle, le cartographe a été obligé de rajouter du papier, hein, pour inclure les derniers développements urbains le long du fleuve. Les documents les plus anciens qui décrivent le quartier datent sans doute du XVIIe siècle, avec les fameux dessins de ce dessinateur hollandais, Van der Heem, qui donc nous a présenté quelques vues du quartier des Chartrons. La vue est vers le sud, vers la ville, vers le château Trompette que l'on voit donc ici.
On reconnaît aussi la tour Péverlan, les flèches de la cathédrale. Et donc là, au premier plan à droite, on a effectivement une première vue de ce que pouvait être le quartier des Chartrons, donc à peu près au milieu du XVIIe siècle. Et avec un type de construction assez particulier, donc des petits immeubles, le plus souvent, sur 2 niveaux maximum, et avec ces fameuses façades à pignons, alors que finalement, les façades à, les façades à murs gouttereaux, hein, comme ici, sont plutôt exceptionnelles. Donc, on fait vraiment quelque chose de très continu, de petits immeubles d'entrepôts, et sans doute aussi d'habitation, mais assez modestes, et surtout avec ces façades à pignons. Elles ont plus ou moins disparu. Il en reste donc 2 exemples, enfin quelques exemples aujourd'hui. Les plus connus sont ces 2 maisons dites hollandaises, même si elles n'ont de hollandais que la ressemblance architecturale de ce type, né effectivement en Flandre, hein, et que l'on trouve beaucoup en Europe du Nord, tout autour de la Baltique en particulier, mais rare effectivement en France, sinon dans l'extrême nord, en Artois, mais que l'on retrouve parfois effectivement dans les ports atlantiques. Par exemple, il y en existe aussi simplement, je me souviens à Saint-Jean-de-Luz, on en voit 2 exemplaires aussi sur le port. Donc il y en avait sans doute beaucoup plus autrefois sur la façade atlantique. Je me suis aperçu que si on cite toujours les deux maisons hollandaises, ces deux immeubles marchands là, à Pignon, il en reste aussi un autre exemplaire au 132 quai des Chartrons que l'on voit ici. À mon avis, celui-là, il est vraiment très isolé, tout seul. Il n'est jamais cité. Pourtant, il y en a encore un ici, là, au 132 quai des Chartrons. Voilà. Alors, en fait, à partir de la fin du XVIIe siècle, ce type de construction, les pignons ont été interdits. Paraît-il, pour des questions de sécurité, les croisements de charpentes et de chevrons sur les murs mitoyens favorisant, paraît-il, la propagation des incendies. Donc on aurait interdit, on aurait renversé les toits des pentes à partir de ce moment-là par une réglementation de sécurité. Ce qui fait qu'à partir du XVIIIe siècle, la façade change d'aspect et on a donc au contraire un alignement de murs, d'immeubles à murs gouttereaux, mais moins, pas forcément d'une grande régularité. Et donc, ce sont des immeubles marchands, pratiquement tous. Mais une première remarque, finalement, si on n'a pas l'impression, à premier regard, que ce sont des immeubles marchands, euh, on pourrait penser que ce sont des immeubles d'habitation assez classiques. On va y revenir. Ce quai des Chartrons, donc, il est d'un alignement, certes, assez affirmé, mais pas parfait, loin de là. Euh, L'alignement est surtout sensible entre les deux immeubles, mais au niveau du quai, il y a quand même pas mal de divagation. Et puis en même temps, il n'y a pas d'harmonisation sur les hauteurs d'immeubles qui souvent ont été surélevées. Donc c'est une façade certes assez imposante, mais qui n'a pas la majesté, hein, et qui fait contraste avec le, la façade à programme du sud de la ville, au sud des Quinconces, la façade voulue par Tourny, et qui, elle, évidemment, est d'une extrême régularité, d'une extrême harmonie. Alors, ces immeubles de négociants se structurent sur un deuxième type de linéarité, qui n'est plus la linéarité maintenant le long du fleuve, mais qui est une linéarité de perpendicularité par rapport au fleuve. C'est-à-dire que l'immeuble urbain, celui qui était ici, là, la façade, voilà, c'est une façade, un immeuble d'habitation, un hôtel particulier, marchand, qui se retrouve donc ici avec les couleurs violettes de ce croquis donc repris par Chantal Calais d'après des travaux d'une étudiante d'architecture, euh, et qui donc montre ces immeubles en façade, violets, en coupe. Ils sont suivis immédiatement derrière, en général, par une cour intérieure en vert, cour 1, puis un deuxième immeuble, à nouveau un immeuble d'habitation, puis à nouveau une cour, et enfin, ce qui va faire la singularité de ces constructions marchandes des Chartrons, le chai, c'est-à-dire l'entrepôt commercial dans lequel les marchandises sont stockées. C'est notamment donc des vins qui vont prendre de plus en plus d'importance à travers le temps pour devenir une véritable spécialisation à partir du XIXe siècle. Même s'il ne faut pas oublier que
Aujourd'hui, à travers le Moché, on pense toujours vin, mais en réalité, le Moché, c'est un entrepôt. Le Moché, dans le Bordelais, désignait tout entrepôt contenant différents types de marchandises, du bois, des fruits, des farines, n'importe quoi. Et au fond, les chartrons eux-mêmes, hein, il ne faut pas l'oublier, ces négociants étaient souvent des négociants en plusieurs produits, et la spécialisation vinicole, le fait qu'ils soient devenus des négociants en vin, c'est une spécialisation du 19e siècle, guerre, guerre antérieure. Donc cette forme assez originale, donc d'immeuble tout en lanière, une façade et ensuite une cour, un autre immeuble et enfin le chai. Alors on le voit très bien ici sur cette coupe de géomètre actuelle, très contemporaine, qui nous permet aussi d'avoir un peu une idée du développement en hauteur. Souvent donc un rez-de-chaussée, deux niveaux. Donc le rez-de-chaussée était plutôt affecté à des pièces utilitaires pour les négociants, où étaient logés les employés aux écritures, la comptabilité, etc. Et ensuite les niveaux supérieurs, plutôt les pièces privées, salons et les chambres, voilà, en développement sur les deux immeubles. Alors, et j'ai oublié de mentionner, bien sûr, aussi en jaune, ces couloirs. Très exactement, le terme local, c'est le couloir, hein, qui permet de passer directement, en réalité, du quai jusqu'au chai en arrière, hein, voilà, sans être obligé de traverser les immeubles d'habitation, hein, et qui est aussi une particularité de ces immeubles. Et là, il y a une intense, évidemment, activité d'entrée, de sortie de futailles, voilà, toute la journée. Alors, en plan, on voit très bien ce dispositif. On reconnaît sur la façade des quais donc les immeubles d'habitation, l'hôtel particulier commercial. On voit très bien sur les plans les cours intérieures qui séparent les immeubles. Alors, il y en a parfois deux, il y a parfois deux cours. Et puis ensuite, alors là, c'est un plan du Grand Îlot sur lequel on reviendra régulièrement. Donc, au début du 19e siècle, les chais ont un certain développement, mais voilà, ils s'arrêtent sur des longueurs d'environ 100 mètres. Puis ensuite, on rentre effectivement dans des espaces beaucoup plus vides et qui resteront longtemps vides. On le voit aussi très bien ici sur cette photographie aérienne très, très actuelle. On voit très bien l'immeuble, les hôtels particuliers de première ligne, les cours, la première série de cours intérieures, la deuxième série d'immeubles, à nouveau une série de cours, et ensuite, donc, de manière linéaire, les chais en arrière. Et on peut d'ailleurs remarquer sur cette photo de 2016 que certains chais désaffectés, hein, les toitures sont en train de s'écrouler. Donc on voit bien le caractère actuel de désaffection de nombreux de ces bâtiments. Alors, je ne vais pas revenir, il y aura peut-être des questions, je ne vais pas revenir sur la raison de la désaffection du quartier. Ça pourra pas faire l'objet de questions. Euh, alors voilà, par contre, à son apogée, c'est-à-dire à partir de la fin du 19e siècle, l'étendue des chais qui a pu être atteinte dans certains îlots, et c'est notamment ici le cas de ce fameux grand îlot des Chartrons, donc compris entre la rue Barrère, la rue, le cours Balguéry, et puis c'est la rue Poyenne, voilà, c'est la rue Poyenne, et le quai de Chartrons. Donc au total, ça doit faire à peu près 9 hectares. Et donc on a, regardez, cette forme très très spécifique au quartier, d'immeubles et de chais développés sur des lanières très étroites, extrêmement longues. Ici, ça atteint quasiment 350 mètres, hein, sur des parcelles qui ont une largeur de 10 mètres à peu près. Hein, grosso modo, c'est 10 mètres de large sur 350 mètres de long. Pour l'anecdote, je me souviens un jour être allé. Alors, ça, ce sont les trois parcelles là que j'ai repérées qui ont longtemps été occupées. Le dernier négociant qui a occupé ces trois parcelles, c'était la maison de Luz, une maison de négoce très connue autrefois à Bordeaux, qui existe toujours mais qui a fusionné avec d'autres entreprises. Je me souviens être un jour être allé sonner là, cours Valéry Saint-Germain pour retirer du vin. Et il a fallu attendre quasiment un quart d'heure qu'on vienne ouvrir parce que l'employé destiné qui venait ouvrir arrivait depuis la façade des Chartrons et il prenait un vélo et il traversait tous les chais à vélo pour venir ouvrir. Il lui fallait 10 minutes. C'était absolument incroyable
ce gars-là qui arrivait à vélo, hein, tellement il y avait au milieu de tous les obstacles, hein, toutes les caisses de vin, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez original. Donc ça, c'est vraiment, au fond, ce qui fait la véritable originalité, certainement, du quartier, cette architecture, ces constructions de chais laniérés, tout en longueur, et qui autrement, lorsqu'on les regarde en coupe, sont extrêmement simples, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Ce sont des bâtiments très utilitaires, donc souvent sur deux niveaux, hein, et on le voit, des murs de moellons sans aucune recherche esthétique, sans aucun décor, donc sur deux niveaux d'à peu près 3 à 3,50 mètres chacun. Donc voilà ce que ça donne lorsque ces chais sont abandonnés. Là, les planchers intermédiaires ont été supprimés, ils sont encore présents au fond. Mais voilà, donc c'est tout à fait, c'est d'une immense banalité, ça n'a absolument rien de très original sur le plan esthétique. Ce sont des entrepôts. À la limite, on pourrait même se demander, même certainement, d'une certaine manière, ils sont construits au moindre coût. Hein, c'est pas les immeubles d'habitation en façade peuvent être assez recherchés, travaillés, les façades. En revanche, les entrepôts eux-mêmes sont d'une grande banalité. Là, on a un exemple de séché avec le système de rangement de la futaille qui, à mon avis, présente une particularité propre justement à sécher vinicole et non pas viticole. C'est le système de rangement qui est les barriques sont dans le sens de la largeur, sont disposées dans le sens de la largeur des chais, alors que souvent dans les propriétés, dans les chais ruraux, les barriques sont plutôt, j'ai remarqué, disposées dans le sens de la longueur. Donc ça, c'est une petite différence. La raison n'est pas si évidente, même si j'ai quelques hypothèses. Bon, c'est un détail, mais euh, c'est assez remarquable, hein. On le voit sur tous les plans, hein, cette disposition plus particulière au négoce. Voilà un autre exemple donc, de coupe de ce système, de ce dispositif. Ici, lié à ce qui constitue les anciens chais de la société Bardinet, la société de Rome, qui avait au 136 quai des Chartrons, construit au 19e siècle un énorme entrepôt. Donc on voit très bien le premier hôtel particulier sur le quai des Chartrons, la cour, un deuxième immeuble d'habitation plus simple et moins ouvragé, une deuxième cour, et ensuite le chai tout en longueur, hein, qui se développe, donc toujours sur ces parcelles assez étroites et laniérées. Autre exemple, on voit très bien ici, hein, toujours ce projet, là parce que le projet est en train de faire, enfin l'immeuble est en train de faire d'une transformation en établissement d'enseignement, donc il est l'objet d'un grand chantier qui permet d'avoir récupéré cette coupe. On voit très bien ce dispositif, on le voit très bien d'ailleurs aussi sur les immeubles voisins, ce dispositif longiligne. Une autre particularité, une petite particularité assez anecdotique du quartier, ce sont ces rues qui débouchent sur les quais, mais qui ne débouchent pas en situation ouverte, mais qui sont recouvertes d'un immeuble. Il y a plusieurs rues comme ça, la rue Poyenne, la rue Denise, la rue, voilà. Donc ça, c'est une particularité du quartier. Longtemps, les immeubles couvrent les rues au contact du quai. Il faut attendre finalement le 19e siècle et certaines percées pour vraiment avoir de larges entrées commodes et faciles à l'intérieur du quartier depuis les quais. Alors, à mon avis, un trait intéressant de l'architecture et de ces immeubles des Chartrons, c'est le fait qu'on a une architecture qui, à mon sens, est assez peu démonstrative d'une dimension vinicole. D'abord, en façade, on l'a déjà dit, mais je pense qu'il faut insister, quand on voit ce type de façade, on ne peut pas se douter que ce sont des immeubles commerciaux, ça passe très bien pour de simples immeubles d'habitation, il n'y a rien de très particulier. Alors ça, c'est une première remarque. Finalement, la dimension commerciale, elle est invisible, elle est à l'arrière des immeubles, et si on ne sait pas que c'est un quartier commerçant, de commerce de gros et d'entrepôt de masse, finalement, il n'y a aucune possibilité de deviner depuis la rue, ni depuis les quais. Hein. Alors, on le sait parce que sur les quais, il y avait une intense vie économique, mais imaginons un visiteur qui arrive le soir, la nuit, au moment où l'activité s'arrête, vous ne pouvez pas deviner, finalement, qu'il y a une activité marchande. Pour avoir un autre élément qui est assez étrange, c'est au fond qu'il n'y a jamais eu aussi
contrairement peut-être à ce qu'on trouve plus facilement sur les immeubles et les chais des propriétés, il y a très peu d'éléments décoratifs vinicoles dans ce quartier des Chartrons. Il y en a quasiment au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle. À mon avis, on en repère, moi je n'en sur des immeubles plus tardifs, de la deuxième moitié du XIXe siècle, comme c'est le cas ici, un cours du Médoc. Donc on a une façade qui n'a rien de très original, mais il y a quand même ici un fronton sur lequel on a récupéré un peu de décor, hein. On a voilà, des barriques, des grappes de raisin, là aussi près et de grappes. Sans doute aussi des attributs du commerce ici, là, c'est pas très lisible. On a un panier de bouteilles au premier rang, voilà, bon. Mais ce genre de décor est très rare en réalité. En voilà ci à nouveau un autre, toujours cours du Médoc, donc les percées du 19e, hein, c'est tardif. Il y a un petit pignon, un petit fronton ici à nouveau, sur lequel on trouve un décor vinicole. Mais vous voyez, c'est pas grand-chose, hein. Ici, c'est le 19e siècle, hein, c'est l'extrémité. Il y a un décor vinicole ici sur ce sommet de porte. Mais vous voyez, c'est très très peu de choses, hein. Il y a des grappes et des feuilles. Voilà, c'est très pauvre, hein. Voilà. Alors, je pense qu'il faut quelques perspectives comparatives pour se rendre compte de cette pauvreté décorative. Et notamment, c'est intéressant si on compare avec ce qu'on peut trouver en Champagne, où au XIXe siècle, on va avoir une monumentalité, une mise en scène théâtrale, une architecture, hein, qui met en scène l'idée du champagne et surtout qui met en scène les marques, la puissance des marques commerciales champenoises. Tout ça n'existe pas à Bordeaux, hein. On a une architecture extrêmement banale au fond. Euh, les négociants n'ont jamais mis en scène et n'ont jamais utilisé l'architecture comme un vecteur marketing. Voilà. C'est aussi le cas, évidemment, quand on compare avec ce qu'on voit à Cognac, hein, les énormes entrepôts et chais du négoce de Cognac, et sur lesquels, évidemment, il y a toujours en très gros les marques. C'est quelque chose qu'on ne trouve jamais à Bordeaux. Hein, il n'y a jamais eu de mise en scène de marques par des affichages, de grands panneaux, des choses comme ça. Encore moins l'utilisation plus tard des éclairages, des lumières ou de quoi que ce soit. Donc c'est pareil, si on compare, si on va en voir, on est frappé aussi de voir la mise en scène théâtrale et commerciale des grandes bodegas de la Rioja espagnole, hein, où les noms sont clairement affichés sur les façades, des slogans, des décors vinicoles, un pittoresque éventuellement régional qu'on ne trouve pas vraiment à Bordeaux. Il faut vraiment chercher pour trouver des références vinicoles. Et encore, là, j'en ai trouvé, il y en a une, on trouve une au cours de la Martinique, hein, mais matériel vitivinicole, c'est même pas une société de négoce, hein, c'est l'ancienne société Pépin et Gasquet, hein, une maison, une entreprise spécialisée dans le matériel vinicole, aujourd'hui disparue. Donc c'est très rare, hein, les références publicitaires, la mise en scène, l'affichage, voilà, l'activité vinicole dans la ville de Bordeaux, elle est architecturalement peu visible, sinon invisible. Et au fond, les négociants ne se sont jamais signalés à Bordeaux, et ça c'est assez intéressant, autrement que comme des médecins ou des notaires, avec simplement, vous savez, des, des plaques de cuivre là, affichées sur les portes. C'est tout ce qu'on a pu, c'est tout ce qui permettait de repérer le fait qu'il y avait un négociant en vin, mais il n'y a aucune mise en scène vraiment recherchée et ouvragée. Alors ça en dit long, mais peut-être que les questions permettront de creuser ça. Ça en dit long, à mon avis, sur l'absence d'image de marque du négoce de Bordeaux. Alors, cette architecture vinicole, et qui oscille finalement avec, entre la grande singularité des formes, cette linéarité très marquée, mais aussi une certaine banalité, la discrétion, la non mise en scène marchande et vinicole, elle fait l'objet aujourd'hui évidemment d'une réflexion sur son réaménagement au fur et à mesure que le quartier a perdu sa substance économique et que tous les négociants sont quasiment partis aujourd'hui, il n'en reste pratiquement plus aucun. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de regarder une vue aérienne en 1900 et aujourd'hui. Et une première remarque, c'est le réaménagement du quartier
son aération des îlots par la multiplication des patios. Ça, c'est absolument frappant. Hein. Entre les deux îlots, on voit, hein, si on prend, regardez par exemple à gauche, je prends cette image ici, on le retrouve ici, il y a eu 3 patios ouverts. Là, il y en a 2. Là, c'est pareil, sur l'immeuble de gauche, ici, il y a eu 2 patios ouverts. Donc, et tout l'îlot a été aéré de patios. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir des années 80, les Chartrons se sont retrouvés avec d'immenses surfaces complètement abandonnées et délaissées, et qu'évidemment, architectes et des promoteurs se sont intéressés à ces très gros volumes pour essayer de les réaménager. Beaucoup ont été réaménagés en logement, au début assez individuel, et évidemment, le grand truc, ça a été de transformer ça en loft. Hein, ces anciens chais qui permettaient évidemment de créer des logements avec des volumes assez exceptionnels, couramment des 400 mètres, des 500 mètres, des 700 mètres carrés, hein, sur des volumes des très grandes hauteurs. Hein. On retrouve la structure initiale du chai avec les poutres de charpente d'origine, mais en revanche, un énorme volume. Et puis, il suffit de couper les toits à un certain endroit et donc on peut créer des patios. On le voit très bien ici. Hein. Voilà une ancienne parcelle très linéaire. On a coupé, on a supprimé les toitures et donc on peut créer un patio intérieur. Donc ça c'est la grande transformation par des initiatives individuelles du quartier. Et puis enfin, des initiatives beaucoup plus vastes, euh, un peu plus tardives, à partir des années 90-2000, on s'est mis à réfléchir notamment sur le réaménagement de cette architecture et de cet urbanisme vinicole à l'échelle de certains îlots complets. Et c'est le cas effectivement du grand îlot des Chartrons, donc qui avait ces formes de chais linéaires. Où là, un programme d'ensemble autour notamment de la société d'Homo France et d'autres investisseurs a permis de réfléchir à comment réaménager un quartier de singularité dans ses formes, dans son parcellaire en particulier. Fallait-il tout raser? C'est une hypothèse. Comme on avait fait finalement à Mériadeck, par exemple, dans les années 60-70, ou fallait-il au contraire tenir compte de l'héritage et essayer de... Donc c'est la seconde solution qui a été choisie. Hein, c'est un aménagement qui cherche à conserver les formes d'origine et l'héritage vinicole. Donc ça a débouché sur une aération de l'îlot en démolissant, finalement, le principe était de démolir une lanière sur 2. Et on conserve le bâti sur l'autre lanière. Et ça permettait aussi d'aérer le quartier en créant des rues ou des passages. Et même une place centrale, voilà, hein, délimitée par les cercles rouges ici. Voilà donc ce que ça donne. Là, on est à l'intérieur des chais de Luz, de la maison de Luz, mais on a donc supprimé une toiture, bitumé la centrale, et donc on a une rue, hein, au milieu de 2 anciens chais. Ici, on a supprimé la toiture, mais on a rétabli une verrière de manière à avoir un passage couvert. Hein, c'est donc le passage de Luz, justement, toujours dans ce grand îlot des Chartrons. Donc on est dans les anciens chais, mais qui sont transformés en passage couvert. Voilà d'autres exemples de ces réhabilitations, alors plus collectives, avec là des programmes de logement où on cherche toujours à, au fond, l'idée c'est conserver l'enveloppe d'origine, l'héritage de l'architecture vinicole, et on réhabilite les intérieurs. Donc c'est un compromis entre héritage et modernité. Autre exemple ici, cours du Médoc. Alors en conclusion, que peut-on dire? Ben, d'une certaine manière, les Chartrons, c'est une architecture assez banale qu'on a dû à qualifier, surtout lorsqu'on regarde l'objet de manière unitaire. Quand on regarde un objet, on a du mal à avoir une certaine originalité. L'originalité, elle vient en fait du collectif. Hein, elle vient de l'ensemble du quartier.
D'où le fait que c'est beaucoup plus un ensemble architectural que des manifestations d'architecture particulières au niveau de chaque immeuble. Et au fond, on pourrait même peut-être s'interroger, est-ce que c'est pas d'ailleurs la morphologie urbaine, hein, plus que l'architecture elle-même, qui fait la singularité du quartier, le tissu urbain au fond, hein, qui fait la singularité vinicole du quartier, alors que l'architecture peu marquée par le, enfin, elle est donc banale, sa banalité d'entrepôt ou l'immeuble d'habitation peu marqué par une dimension véritablement commerciale et vinicole surtout. Voilà, je vous remercie et donc s'il y a des questions, ce sera avec plaisir, bien sûr. Alors, je suis en Donc, train de repérer les questions. En attendant, peut-être une question sur le site proprement dit. Au départ, quand il n'y avait pas de construction, c'était un site qui était comment il était peu habité puisque ce qui marquait les limites de la ville, c'était le château Trompette, hein, tu l'as dit, tu l'as montré. Il y avait au départ quelques installations, mais sans plus. C'était une zone qui était comment? Qui était marécageuse, qui était... oui, Est-ce que tu alors, peux nous oui, décrire un oui, très bonne, peu? effectivement, oui, très bonne question. J'ai rien dit sur le site lui-même, hein. Donc, effectivement, ce sont des zones plutôt basses et humides, hein. Ce sont ce qu'on appelle en bordelais les talus. Donc, les talus, c'est le bourrelet alluvial de la Garonne. Et le caractère linéaire, au fond, de développement, il est aussi lié à ce site, à cette contrainte de site, et car le bourrelet alluvial lui-même est relativement sec, ce sont des terres argileuses, alors basses et humides, mais relativement sèches, notamment par rapport à ce qu'il y a immédiatement en arrière, c'est-à-dire quelques 100 ou 150 mètres ou 200 mètres plus loin, où là on passe dans la zone marécageuse, proprement dite, où c'est de la tourbe, et c'est légèrement plus bas, et ça explique aussi sans doute pourquoi longtemps le quartier a eu ce caractère extrêmement linéaire et qu'il a fallu attendre le 19e siècle pour que le chartron s'étende à l'intérieur, hein, parce que vraiment, il y a deux contraintes topographiques. Il y a une contrainte topographique qui est liée à cette double nature du sol, le bourrelet alluvial, la palue au sens strict, hein, argileux, gras, mais qui est un peu surélevé, 4-5 mètres, et puis ensuite le marais tourbeux intérieur qui est légèrement déprimé, souvent à 3 mètres, et très humide, et qui est aussi difficile, il est plus difficile d'y construire, hein, pour poser des fondations. Voilà. Donc, c'est quand même un site difficile. Au fond, le Chartron, c'est quand même, fondamentalement, c'est un site marécageux, hein. D'ailleurs, Voilà. il suffit de s'y promener encore, il faut dire les choses, hein. Souvent, on a cette odeur d'égout, là, qui est assez caractéristique, hein, du quartier, moi, je trouve. Enfin, bon. Donc cette humidité, elle a dû poser problème à un moment donné pour les constructions. Et est-ce qu'elle pose pas de problème finalement pour la conservation du vin? Alors, c'est vrai, oui, oui, j'ai rien dit là-dessus. C'est vrai, ce site, au fond, ça explique au fond le fait qu'à Bordeaux, dans ce quartier, on conserve le vin sur des bâtiments de surface, on ne creuse pas de cave. Il y a quelques caves au Chartron, hein, on en trouve, hein, mais finalement, ce n'est pas la règle. Le chai, c'est quand même un bâtiment de surface, hein, parce que justement, c'est quand même un site marécageux. Évidemment, l'idée de creuser des caves, c'est toujours un peu difficile, même si on en trouve, hein. Il y a régulièrement des caves dans les immeubles des Chartrons, mais le chai est quand même un bâtiment fondamentalement de surface. On n'est pas dans les caves bourguignonnes, hein. Le principe, voilà, ça c'est sûr. D'accord. Alors, j'ai plusieurs questions en ligne, en particulier sur la banalité de l'architecture 18e. Est-ce que, comme tu as montré, hein, que ces façades, finalement, elles n'étaient pas très décorées, il n'y avait pas forcément de signes extérieurs qui montraient qu'on avait affaire au vin. Est-ce qu'il s'agit là
d'initiatives privées dans la construction? Est-ce que au départ il y avait un plan d'ensemble type lotissement, mais peut-être très lâche, très souple? Est-ce que tu peux nous dire des choses là-dessus? Et ces maisons hollandaises que l'on voit poindre également, est-ce que elles sont construites par, elles sont voulues par qui? Est-ce que ce sont les négociants hollandais qui se sont installés? Voilà. Alors, alors, je réponds tout de suite à la question sur les maisons hollandaises. Ce qu'on appelle les maisons hollandaises, c'est une désignation qui fait allusion simplement à la forme des pignons, hein, qui renvoie pour les Bordelais à cette architecture de l'Europe du Nord. En réalité, le négociant, il est connu, c'est un négociant français. Hein, c'est pas du tout, ce sont pas des négociants hollandais hein, qui l'ont construit. C'est un négociant français, je crois qu'il s'appelle Hilaire Renu, je crois. Il faudrait vérifier. Euh, donc à la fin, dans les années 1660, il me semble. Hein. Mais c'est pas, ce ne sont pas des négociants hollandais, même si à l'époque, les Hollandais sont effectivement très nombreux dans le port. C'est sans doute pour ça qu'il y avait à l'époque aussi cette influence sur l'architecture. Le 17e, c'est l'âge d'or du négoce hollandais en Europe, hein, dont se plaignait Colbert. Et le port de Bordeaux était quasiment aux mains du négoce hollandais qui, quelque part, assurait 70% des volumes de chargement, quoi. Hein. C'est absolument énorme, énorme. Donc, alors ça, c'est la première, pour expliquer les maisons dites hollandaises, hein, mais c'est une désignation simplement esthétique, hein, ça n'a rien à voir avec, D'accord. ce ne sont pas, voilà. Et puis, alors, l'autre question, c'était, ah oui, est-ce qu'il y a eu un plan ensemble les constructions en château? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'au fond, on est vraiment dans un espace de conquête progressive au niveau, au fur et à mesure que le commerce se développe et où chaque marchand ajoute son immeuble commercial à la suite les uns des autres. Ce qui explique probablement qu'au fur et à mesure que le quartier renforce sa puissance commerciale et marchande, surtout à partir du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, les négociants qui se développent ne peuvent pas ou difficilement étendre leurs bâtiments en largeur puisque finalement, tous les immeubles sont construits en mitoyenneté, donc à moins de racheter tout l'immeuble voisin ou de le louer, ça se fait parfois, c'était le cas, on le voit sur la société de Luz, qui avait trois lots continus, donc ils avaient racheté des immeubles voisins, mais globalement, tout ça restait trois, et donc en fait, ça explique sans doute aussi pourquoi les chais vont se développer en arrière tout en longueur, parce que finalement, la seule possibilité de développement quantitatif, ce sera de bâtir en recul par rapport au quai. Mais il n'y a jamais eu de plan d'ensemble pour diriger le, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle. Hein. Alors il y avait ce qu'on appelait le chemin du roi, là. Hein. Il y avait un chemin rural qui longeait la Palue. Et donc finalement, entre la contrainte de site et le fait que ben, ce sont des initiatives individuelles, c'est un aménagement assez spontané. Voilà, il faut attendre le XIXe siècle, lorsqu'on va commencer à percer des voies, puis des boulevards, pour un peu diriger l'urbanisme du quartier. Mais l'urbanisme est un phénomène tardif. Alors là, j'ai une question. Tu as montré, par exemple, ce qu'étaient les chartrons au moment de Vanderheim au XVIIe siècle. Tu as montré la transformation au XXIe siècle. Mais les négociants sont depuis partis. Est-ce qu'ils sont toujours au chartron? Est-ce qu'ils sont partis? Et s'ils sont partis, où sont-ils partis? Alors, bonne question, évidemment, c'est la question euh, qui ne touche pas à l'architecture, mais qui touche forcément pourquoi le quartier a perdu sa dimension C'est ça. vinicole. Question évidemment complexe, et les facteurs sont nombreux. Euh, le premier facteur, c'est au fond les mutations du transport. C'est-à-dire que petit à petit, la voie d'eau va perdre son intérêt et le fleuve perd son rôle central pour expédier le vin au profit d'abord de la voie ferrée à partir du XIXe siècle, même si la voie ferrée n'a pas du tout porté un coup direct au Chartron, parce qu'au fond, la voie d'eau avait un tel avantage économique et que, dans un premier temps, on a une forme d'hybridation. Mais ce qui va vraiment porter tort au quartier,
c'est le développement des transports routiers, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, et où là, finalement, le poids lourd, le semi-remorque, devient le moyen, la route devient essentielle pour expédier le vin. Le port de Bordeaux va aussi entrer dans une phase de déclin. Il ne va pas réussir à devenir un hub international. Donc, la possibilité d'expédier par bateau disparaît progressivement. Le camion devient la solution quasi obligée. Et évidemment, à ce moment-là, venir en poids lourd dans ces petites rues étroites du centre-ville, ça devient de plus en plus gênant. Donc ça, c'est un facteur essentiel, alors qu'évidemment, si on installe des chais nouveaux en périphérie urbaine, sur les nouvelles zones industrielles, à proximité des échangeurs autoroutiers, évidemment, c'est beaucoup plus commode. Et donc ça, c'est un facteur essentiel d'exurbanisation du négoce, hein, qui commence dans les années 70. C'est certainement la société Barton et Guettier qui est la première à avoir quitté le quartier, hein, pour se relocaliser à Blanquefort. Mais il y a d'autres facteurs que le facteur logistique. Il y a les contraintes internes des vieux-chais, déjà, liées aussi aux mutations dans la manière dans le métier de négociant. C'est-à-dire que le négociant était un négociant éleveur qui avait besoin de chais pendant très longtemps à Bordeaux parce que c'était lui qui réalisait finalement toutes les opérations d'élevage, d'assemblage, de traitement et de conditionnement des vins. Donc on expédiait d'abord longtemps les vins en barrique, hein, ce sont des chais à barrique, hein, fondamentalement. Mais même avec l'apparition de la bouteille, la mise en bouteille était faite par les négociants. Donc il y avait une utilité à posséder des chais. Sauf que petit à petit, Bordeaux se signale, contrairement sans doute à d'autres centres vinicoles, par le fait que c'est la propriété viticole qui va commencer de plus en plus à partir du XIXe siècle et poursuivre ce mouvement jusqu'au XXe siècle par récupérer la totalité de ces opérations d'élevage, d'assemblage, de traitement et de mise en bouteille et d'expédition. Dès lors, effectivement, les négociants ne vont plus faire qu'acheter des vins en bouteille de plus en plus et revendre des vins en bouteille, ou simplement acheter des vins déjà finis pour les embouteiller. Et donc, les chais à barrique sont plus ou moins disqualifiés. Le vieux chai à barrique ne sert plus à rien, parce que finalement, la barrique, au début du XXe siècle, enfin, durant tout le XXe siècle, surtout pour les vins courants, n'est plus ni un contenant facile pour expédier, ni même un moyen d'élevage, même si il faudrait nuancer, puisqu'il y a eu une petite période où à partir des années 80-90 avec le, le gourou du goût qui a été Robert Parker autour du bois, il y a eu un petit renouveau des chais à barrique et chez les négociants. Mais ça n'a pas suffi à justifier le maintien de tous les chais à barrique dans les quartiers des Chartrons. Donc ça c'est une mutation du métier qui fait que les vieux chais à barrique devenaient relativement inutiles et c'était très net surtout dans les années 50, 60, 70. Même si à partir des années 80, il faudrait nuancer. Et enfin, il y a un dernier facteur, à mon avis essentiel et qui est jamais vraiment abordé, vraiment compris, c'est qu'en fait les négociants en vin de Bordeaux n'avaient aucune raison, contrairement à leurs confrères de, de Champagne ou de l'Ariora, de rester dans leurs vieux immeubles. Pour une raison très simple, c'est que le négoce des vins de Bordeaux n'a pas d'identité commerciale et n'a pas d'identité auprès du grand public. Autrement dit, même si le quartier est, est connu, le Chartron, c'est un des quartiers les plus connus de Bordeaux, au fond, par contre, personne, le grand public n'est pas capable de donner le nom d'un négociant en vin de Bordeaux et n'est pas capable de citer une marque commerciale de vin de Bordeaux, alors qu'on le fait spontanément pour un vin de champagne ou un cognac. Autrement dit, ce défaut d'identité, ce défaut d'image de marque du négoce fait que le négoce n'était pas du tout attaché au quartier et que face à la contrainte matérielle, les facteurs immatériels de la résistance, hein, pour mettre en valeur ces chais n'existaient pas. Et c'est révélateur de constater que le quartier vinicole, peut-être le plus important de France, que forment les Chartrons, n'a pas réussi à passer l'étape de la patrimonialisation vinicole et de mettre en place un tourisme de masse du vin autour des entreprises marchandes. Si on va à Cognac, si on va
À Reims, si on va dans l'Ariora, on visite les sites des grandes entreprises commerciales. C'est impossible à Bordeaux, ça n'existe pas. On ne visite que des propriétés viticoles. Donc là, on est sur les spécificités de ce monde marchand bordelais qui n'a pas d'identité commerciale. Ça, il faut le dire à leur dire. Et le quartier, déjà, même urbanistiquement et architecturalement, n'est pas identifiable par les formes urbaines comme un quartier vinicole porteur de l'identité de ces grandes marques, et en même temps, le grand public n'identifie pas un nom précis d'entreprise qu'il pourrait chercher à vouloir visiter, quoi. Donc tout ça, tous ces facteurs se sont cumulés pour faire que le quartier a perdu progressivement, un par un, tous ces négociants qui sont tous partis. Je pense qu'aujourd'hui, il doit être une poignée à être encore dans le quartier, mais il n'y a quasiment plus de chais. Les derniers qui sont là n'ont plus que des bureaux, des sièges sociaux, c'est à peu près tout. Il reste quelques courtiers aussi, c'est tout. Mais quand on pense aux chartrons, on pense au pavé des chartrons. Alors, on a d'un côté des constructions à vocation vinicole aux chartrons qui ont une certaine banalité, mais en revanche, il y a ces habitations du cours Xavier-Nozan et ce pavé des chartrons où là, on a de très très belles façades. Et quel est le lien finalement entre ces belles façades d'habitation et ces chais qui sont pas si éloignés que ça? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que derrière ces façades, il y a aussi des chais? Alors, le pavé des Chartrons, c'est un cas un peu particulier. Donc, c'est un programme urbain donc de la fin du XVIIIe siècle, d'époque Louis XVI. Ce sont avant tout des hôtels particuliers, mais il y a des chais en arrière. Enfin, il y avait des chais en arrière, hein, alors qu'ils n'ont pas le développement des plus grands que l'on peut trouver ensuite sur le quai des Chartrons, à l'intérieur des grands îlots. Mais oui, ce sont des immeubles commerçants qui correspondent dans le principe et dans l'organisation aussi un peu à ceux qu'il y a sur la façade. Sauf que à partir du 19e siècle, ces chais qui sont souvent quand même les immeubles du pavé des Chartrons, qui sont quand même moins volumineux que ceux des quais, la façade va quand même se transformer en espace plus résidentiel, beaucoup plus résidentiel et moins commercial du fait de cette difficulté à étendre les activités de stockage derrière, hein. Mais il y a des chais, effectivement, derrière enfin, il y avait des chais au XVIIIe siècle, hein, et, sans doute, et encore au XIXe, derrière les immeubles du pavé, effectivement. D'accord. Et là, Et la façade du pavé, il faut comprendre aussi qu'elle va se tourner, elle va beaucoup se tourner vers le nouvel urbanisme des quinconces. C'est-à-dire qu'elle va intégrer petit à petit au XIXe siècle ah oui, l'ensemble urbain qui marque les nouveaux quartiers centraux d'affaires et résidentiels aussi des oui. élites bordelaises. Dès lors, la fonction purement commerciale va avoir une tendance aussi à un peu décliner pour passer vraiment à une étape plus résidentielle, hein, sur le côté effectivement pavé des Chartrons, quoi. Alors, j'ai une question aussi sur les portes. Les portes, les doubles portes qui se trouvent à l'entrée de ces constructions. Euh, Quelle est leur utilité? Pourquoi des doubles portes? Je pense que c'est lié à ce que tu as montré, hein, peut-être au couloir, hein. Oui, oui, ce sont les portes, mais elles sont pas, ce sont des portes cochères qui servent, comme sur tout immeuble urbain, à rentrer à pied, en voiture ou en voiture à cheval. Hein, c'est calibré à ces dimensions-là. Et c'est aussi une des raisons qui donne sur ce fameux couloir ou ce couloir spécifique qui traverse les immeubles du quai jusqu'au chai, hein. Et finalement, c'est un peu une des raisons de la difficulté, voilà, là aussi, à la modernisation du négoce à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, parce que au fur et à mesure que l'on conditionne les vins en bouteilles, on se met aussi à les expédier par palette. Et donc, ça nécessite de préparer des palettes de
25 à 50 caisses qui se manipulent par des chariots élévateurs. Et donc, on voit que dans de nombreux cas, les portes de séché et des couloirs ne sont plus calibrés, hein, aux outils de manutention motorisés. Hein, ils étaient faits pour des manutentions de ces portes, tout ça, toutes ces portes et ces couloirs étaient faits pour des manutentions manuelles. Hein, on roulait les barriques et donc et on rentrait avec des voitures à chevaux. Et donc souvent, voilà, ces portes de séché, les portes de ces immeubles sont mal adaptées effectivement à la révolution logistique du chariot élévateur et de la palettisation. En fait. C'est un élément encore qui va pousser à la disqualification du quartier. Il faut rajouter d'autres phénomènes. Sécher des chartrons, les sols étaient en terre battue. Ouais, étaient en terre battue, et puis les barriques étaient stockées sur ce qu'on appelle des tins, c'est-à-dire ce sont ces madriers de bois, parfois de métal ou même de béton, mais souvent, le plus souvent c'était en bois. Et donc on a des sols qui sont pas très stables, des sols assez souples hein, pour stocker des barriques. Là aussi, à partir du moment où au XXe siècle on passe au conditionnement en bouteille et à la manipulation par chariot élévateur, ces chiens en terre battue deviennent totalement inadaptés. Donc il faut couler du béton armé partout à l'intérieur, ça coûte très cher. Et puis en même temps, on n'a jamais des locaux très fonctionnels, qui manquent de hauteur, parce qu'il faut empiler les palettes les unes sur les autres. Hein, et donc quand on veut empiler 3, 4, 5 hauteurs de palettes, ben voilà, il faudra des hauteurs de 10 mètres sous plafond, et on les a pas au charton. Quoi, Et il faut ajouter aussi, à partir du 19e siècle, les chais s'élargissent un peu. Le standard de 8-10 mètres là, des 17e, 18e siècle a tendance à s'élargir. Et parce que on peut faire des portées un peu plus grandes, notamment en mettant des relais, des poteaux relais en soutien des charpentes, notamment avec l'arrivée de la fonte, hein, des poteaux de fonte là qui vont se multiplier dans ces chais du 19e siècle. Mais ça aussi, ça deviendra, ce sont des obstacles pour circuler avec les chariots élévateurs, pour mettre des chaînes d'embouteillage à l'intérieur, modernes. Voilà, donc il y a tout un ensemble de contraintes techniques de ces vieux chais. Et puis il faudrait y rajouter, enfin, tout un ensemble autour des règles de sécurité. Ces chais mitoyens très serrés les uns des autres, les sécurités incendie, toutes ces choses-là prennent de plus en plus d'importance. Les normes, les réglementations, de la même manière, les problèmes du traitement des effluents aussi. Hein. Donc, voilà, il faut recycler, il faut des sols collecteurs, il faut éviter d'envoyer les résidus de barriques et de fûts dans les égouts publics. Donc, il faut des systèmes indépendants de traitement. Tout ça fait que dans ces vieux quartiers, c'est trop coûteux ou c'est impossible. Donc, tout pousse, en fait, tout pousse à quitter les quartiers pour s'installer dans des locaux rationnels en périphérie, quoi. D'accord, merci. Juste une dernière question. Tu as montré la non-visibilité de ces négociants finalement dans la ville parce qu'il n'y avait pas comme en Champagne, et on a vu hein, le champagne Castellane, mais de Bonny de Castellane, mais il n'y avait pas de construction ou de signes extérieurs qui montraient qu'ils étaient bien présents, mais si quand même, parce que quand on regarde ta diapositive de départ où on voit toutes ces barriques, euh, ça c'était un signe. Est-ce que Ah ces oui, barriques, elles sont à des moments particuliers ou est-ce qu'on les voit finalement toute l'année en train devant ces maisons de négoce entassées, enfin sans doute pour le 19e. Après, je pense que ça doit disparaître progressivement. oui, bien sûr. Hein, arrivé en plein jour au Chartron jusqu'en 1950, 1960, voire 1970, on comprend très vite qu'on est dans un quartier vinicole. Hein. Il y a des barriques partout, il y a des chariots, des camions citernes partout. Il y a une odeur de vin même dans les rues. On rentre dans un immeuble, ça grouille l'activité, hein, ça sent la vinasse, c'est quoi. Donc oui, on a bien conscience qu'on est dans un quartier vinicole. Mais sur le plan urbain et sur le plan architectural, au fond, c'est ce que je dis, arrivons de nuit dans le quartier où toute l'activité s'est arrêtée,
à la limite, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes dans un quartier de commerce du vin. Notamment, il n'y a aucun élément, pratiquement aucun élément architecturaux, décoratifs, euh, publicitaires qui signalent le caractère. Voilà. Et ça, c'est une différence avec d'autres pôles urbains marchands vinicoles en France, à mon avis, et à l'étranger. Et il y aurait peut-être quelque chose à faire aujourd'hui au niveau du tourisme pour indiquer certaines Ah ben, activités. c'était le grand débat des années 90, 2000, c'est-à-dire que sur l'ancêtre de la Cité du Vin, puisque le premier projet il y avait bien un projet de créer quelque chose dans ce fameux Grand Îlot. Alors, on appelait ça à l'époque Vinostar, Vinopolis, je sais plus, grande cité du vin, voilà. Donc il y avait bien un projet de patrimonialisation du quartier autour de l'activité vinicole. Et puis finalement, ça n'a jamais marché. Et donc on a fini par créer la cité du vin, mais hors du quartier. Et puis avec quelque chose un geste architectural fort et en rupture complète avec les traditions architecturales des Chartrons, quoi. Je te remercie, Michel, pour toutes ces réponses C'est avec très plaisir. riches et cette présentation. Pour les personnes qui sont en ligne et avant de passer la parole à Manon Garcia pour la semaine prochaine, pour les personnes ou pour le début février, pour les personnes qui sont en ligne et qui souhaitent en savoir plus sur le patrimoine viticole, Michel Réjalot a dirigé pour la revue Sud-Ouest européen un numéro spécial sur les patrimoines viticoles. C'est une revue que vous pouvez trouver en ligne et qui est gratuite, donc directement accessible. Manon vient de vous envoyer le lien. Et puis, vous avez aussi la revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, où un numéro spécial a été fait sur les caves et les chais à Bordeaux et en Bordelais. Et Michel Réjalot y a fait un article très intéressant là-dessus. Donc, si vous souhaitez revenir sur ces questions, n'oubliez pas ces éléments-là. Je passe donc immédiatement la parole à Manon Garcia et je vous remercie, je te remercie beaucoup Michel pour ta présentation et je vous remercie à tous pour votre fidélité. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Michel, c'était extrêmement intéressant. Merci à tous les participants. Je vous ai envoyé le lien de notre chaîne YouTube que je vous invite à suivre parce qu'on va mettre en ligne les différents replays des webinaires des vendanges en ligne, ainsi que voilà, vous pouvez aussi revoir toutes les conférences qui ont lieu lors de cette saison, à la Cité du Vin également. Et puis, on vous donne rendez-vous mardi 3 février à la Cité du Vin ou sur Zoom aussi. C'est possible de les suivre à distance pour la prochaine conférence qui sera donc une conférence sur la viticulture, sur les maladies du bois et qui sera donnée par Chloé Delmas qui travaille à l'INRAE de Bordeaux. Donc, une conférence qui s'annonce très intéressante aussi. Donc merci encore à tout le monde pour votre participation. Merci aussi Marguerite. Et eh bien, on se revoit, on l'espère, début février pour la prochaine conférence à la Cité du Vin. Au revoir. Merci à vous Au revoir. et au revoir.